alors je m'appelle Adélaïde de l'Astic et je suis à la fois chercheuse et consultante en éthique des organisations. L'éthique, c'est la branche de la philosophie qui se pose les grandes questions. Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les choses bien? Quelles sont les choses mal? Quelles sont les valeurs et quelles sont les normes qui guident mon action? Les grands thèmes de l'éthique, c'est le bien, le mal, le bonheur, le sens, les valeurs, les vertus, les conditions de l'action, la liberté aussi. L'éthique, c'est justement avant tout une pratique. C'est un savoir agir juste. Ça s'apprend comme un savoir-faire et ça s'entraîne comme un savoir-faire. C'est un savoir-faire qui s'apprend et qui s'entretient. C'est le philosophe Francesco Varela qui nous dit ça. Et je trouve cette position et cette idée très juste. L'éthique, c'est vraiment une discipline qui cherche à transformer l'individu, ou plutôt l'individu cherche à se transformer lui-même, plutôt qu'à transformer les autres. Et peut-être en se transformant lui-même, il arrive à transformer les autres et son environnement. L'éthique est la discipline qui vise le bonheur, la vie bonne, comme le disait Aristote, parce qu'en fait, chez les Grecs, il y avait un lien très étroit entre le bien et le bonheur. L'un ne pouvait pas aller sans l'autre et c'est ce qu'ils appelaient la vie bonne. C'est ce qu'Aristote appelle la vie bonne. L'éthique s'applique à tous les domaines de la vie ordinaire. Le travail, la santé, l'amour. Dans la vie, on est très souvent amené à se demander quelle est la bonne chose à faire. Dans un contexte de grande transformation technologique, l'humain est amené à se poser encore plus de questions et des questions qui sont encore plus inédites. Il cherche des repères, justement éthiques. Alors par exemple, dois-je chercher à quantifier mes données de santé et de mode de vie en permanence ou est-ce qu'au contraire, le fait de tout quantifier, ça finit par m'obséder et à prendre trop de place dans ma vie? Une autre question peut être, jusqu'où les technologies sont-elles acceptables? Jusqu'à quelle limite de mon intimité? Ou encore, on peut se demander quelles réalités ont pour moi la pression informationnelle, le stress numérique, le grignotage de la vie privée dont parlent beaucoup les médias. Comment ne pas subir tous ces aspects-là, mais agir? Oui, on peut se demander, d'un point de vue plus collectif, plus sociétal, s'il faut se féliciter de l'accès illimité et facilité à tout le savoir via Internet, tout simplement, ou se méfier au contraire des fake news qu'on peut trouver sur n'importe quel site Internet ou sur la toile en général. On peut se demander aussi, quand je like, est-ce que je partage mon avis d'une façon collaborative ou est-ce qu'au contraire, je partage un système de notation sociale permanente qui serait finalement étouffant pour les individus et pour la société. Enfin, on pourrait se demander si les technologies nous permettent d'être des citoyens plus libres, c'est-à-dire plus éduqués, plus mobiles, plus ouverts aussi, ou au contraire, est-ce qu'elles font de nous des sujets plus aliénés, au sens surtout de plus surveillés, évidemment. Déjà, il faudrait commencer par définir un petit peu ce qu'on appelle connexion et transparence, mais avant ça, dire que rien que la notion d'hyper, en grec, elle signifie déjà au-delà. Elle signifie déjà une notion d'excès, de trop. Donc, définition de la notion de connexion, par exemple. La connexion, c'est le fait de relier, d'être en lien, d'être en relation. Jusqu'ici, c'est plutôt des valeurs qui sont bonnes pour un être humain. Mais si cette connexion est hyper, si elle est trop forte, si elle est excessive, ça pose des problèmes éthiques, qui sont par exemple le fait de ne plus être soi, de ne plus réussir à se relier à soi-même, de ne plus retrouver son identité et de ne plus arriver à se connecter à son intériorité. Si on applique maintenant le problème de l'hyper à la notion de transparence, donc l'hyper-transparence. La transparence, c'est vraiment la notion d'authenticité, de vérité. Si elle est excessive, ça pose des problèmes éthiques liés à l'intimité, à la vie privée, à la négation finalement de notre intimité et de notre vie privée. On parle vraiment de choses qui bouleversent notre rapport à nous-mêmes. L'hyperconnexion, l'hypertransparence bouleverse notre rapport d'abord à notre identité,
Et en bouleversant notre rapport à l'identité, elle bouleverse également notre rapport à la communauté, au collectif, à notre place dans le groupe en tant qu'individu. La voie de l'éthique, la voie de la sagesse, c'est justement cette voie de la juste mesure. Alors, des postures concrètes qui vont être liées à l'hypertransparence ou à l'hyperconnexion. Je pense plutôt à l'hyperconnexion là pour l'instant. Au niveau individuel, ça va être en premier lieu prendre conscience de ses usages. Ça paraît simple à dire, mais à faire, c'est déjà toute une démarche et tout un chemin. Et une fois qu'on en prend conscience, aussi prendre conscience qu'on a nous-mêmes la maîtrise de nos usages et décider soi-même de quelles limites on veut se poser dans ces usages. D'un point de vue collectif, d'une entreprise par exemple, d'une organisation de travail tout simplement, ça va être par exemple de mettre une règle liée à la déconnexion. Par exemple, ne pas envoyer de mail entre 8h30 ou 19h30. Mais je dirais qu'au-delà de mettre une règle dans le règlement intérieur par exemple, ou de promulguer une loi là-dessus, ça serait sans doute plus efficace de développer un climat éthique, une culture d'entreprise qui favorise en fait la déconnexion le matin et le soir, qui favorise tout simplement la vie privée. Voilà, et ça va plutôt être transmis par les cultures d'entreprise qui véhiculent des systèmes de valeurs dans lesquels les gens se sentent autorisés à avoir cette vie privée en parallèle de leur vie professionnelle.